Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. L'International avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Émotionnel ou rationnel, je ne sais pas si on le sera ce matin en fonction de notre slogan, parce qu'il y a de quoi être irrationnel quand on est un passager pris à bord d'un train de Via Rail, n'est-ce pas? Ouais. Parce que tu pars de ça pour nous amener à une réflexion plus large, mais qu'est-ce qui se passe dans ces grandes entreprises? Là, on l'a vécu chez nous au pays en fin de semaine avec Via Rail, mais tu te demandes qu'est-ce qui arrive à ces géantes, ces entreprises immenses? Oui, et on vit dans une économie de marché, un système capitaliste où on dit que la compétition fait foi de tout et que c'est grâce à cette compétition qu'on arrive à offrir aux clients que nous sommes en général, parce qu'on n'est pas que des citoyens, les meilleurs services possibles. Après l'incident de Via Rail, puis c'est pas le premier à marquer l'histoire du transporteur, on peut se demander si le client, évidemment, est au centre de l'équation. C'est souvent le cas dans le monde des transports au Canada. Air Canada, inutile de dire qu'il y a à répétition des enjeux. D'ailleurs, il y a une grève qui se dessine à l'horizon pour les pilotes. On n'en parle pas encore beaucoup, mais ça risque de perturber le ciel canadien et très rapidement. Je pense que c'est le 14 septembre que le mot final va être prononcé. Et si les relations de travail sont à Air Canada aussi bonnes que les relations avec leur clientèle, je t'assure qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on est dans cet univers où on nous dit on devrait avoir des services qui sont optimaux. Ce n'est pas le cas. Je me rappelle de Sunwing, si ma mémoire est bonne, en janvier 2023, pendant la période des fêtes, des vols qui étaient annulés en cascade, puis il n'y a pas franchement d'explications qui sont offertes aux passagers. Et donc, est-ce que c'est vrai que nous vivons dans une économie capitalistique qui nous offre les meilleurs services? Je pense qu'à la lumière de ce qu'on vit, puis c'est vrai que Via Rail, c'est un cas de figure un peu particulier, c'est une entreprise. Parce qu'il n'y a pas de réelle concurrence, là, hein? Mais c'est un vrai problème. Comment expliquer que dans un système comme le système canadien, il n'y ait pas davantage de concurrence dans les transports, qu'on n'ait pas même des alternatives par rapport à l'avion? C'est pas vrai juste au Canada. Aux États-Unis, le train, c'est pas terrible, mais il y a peut-être davantage de compétition. Je dis bien peut-être. Et là, je pensais, ça m'amènera à ma réflexion plus élargie sur l'efficacité ou l'inefficacité de nos grandes entreprises qui deviennent des espèces de mammouths qui ont quelque chose de soviétique. Et j'ouvre là-dessus une parenthèse parce que je vais y revenir cette semaine et c'est une recommandation de lecture que je te fais comme je la fais à nos auditeurs. Il y a un historien anglais, Neil Ferguson, qui a publié un essai il y a quelques semaines, quelques mois, très provoquant, qui posait la question: sommes-nous tous devenus des soviétiques, des soviets? Est-ce que la société américaine a tous les maux MAUX qui étaient ceux qui grévaient la société soviétique? Des épidémies d'embonpoint, des problèmes de santé publique, une gérontocratie, une efficacité ou une inefficacité des systèmes. Et la question se pose. Puis là, je pensais à deux voyageurs particuliers, parce que ceux de Via cette semaine ont souffert, ou ce week-end ont beaucoup souffert, ils ont dû attendre 14 heures. Mais là, je pense à deux voyageurs uniques et particuliers qui sont en orbite autour de la Terre, des Américains, qui ont appris, il n'y a pas très très longtemps, via la NASA, que le voyage allait durer plus longtemps que prévu. Ils ne peuvent pas revenir à la maison parce que leur navette est incapable d'assurer de manière sécuritaire ce retour sur Terre. Donc, on va choisir de faire revenir leur fusée avec personne à bord, s'assurer qu'elle soit bien sécuritaire et trouver un autre moyen pour les ramener à la maison. L'entreprise qui est responsable... 8 mois plutôt que 2, 3, 4 jours, là. Exactement. Alors, on parlait de 14 heures pour les passagers de Via. Là, c'est une autre affaire quand tu écris à la maison ou que tu téléphones à la maison pour dire que tu vas être en retard pour souper. C'est souper au pluriel. Il y a plusieurs dodos où tu seras pas de retour. Et c'est Boeing qui se retrouve dans le collimateur comme à répétition depuis plusieurs mois. C'est un de mes dadas. J'en ai parlé beaucoup avec Alexandre Dubé l'an dernier parce que je crois que c'est un étalon de mesure de ce qui ne va pas justement dans notre système, dans notre économie, des entreprises qui pourtant devraient être des références. Dans ce cas-ci, c'est le Starliner, la fusée de Boeing qui est problématique. La NASA avait choisi de renoncer à assurer
les déplacements en fusée et de donner ça en impartition à des groupes privés. Alors, Boeing avait eu droit à un budget de 4,2 milliards de dollars pour mettre au point les fusées qui pourraient se rendre, par exemple, à la Station spatiale internationale. Ils ont défoncé le budget de 1,5 milliard, mais il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup détester qui avait aussi choisi d'embarquer dans l'aventure, c'est Elon Musk avec son Crew Dragon qui lui avait obtenu 1,3 milliard de dollars, donc beaucoup moins que Boeing, et qui a une fusée qui fonctionne plus que moins. C'est d'ailleurs probablement Crew Dragon qui va aller chercher les astronautes cet hiver, puisque Boeing n'est pas en mesure d'assurer le service, la liaison, un peu comme VIA cette semaine n'était pas en mesure d'assurer la liaison pendant 14 heures, mais avec des conséquences beaucoup plus graves. D'ailleurs, Chris Hadfield, l'astronaute canadien, je pense que c'est hier ou avant-hier, dans un tweet ou un X, je sais plus comment on dit ça, rapportait que il y a des bruits qui ont été entendus à bord de la fusée qui est amarré à la station orbitale. C'est le capitaine, le responsable de mission qui disait « J'entends des bruits bizarres, comme un écho de sonore. » Et il demandait à la NASA de lui donner une explication. Puis Chris Hadfield disait « C'est justement le genre de bruit que j'aurais pas envie à bord de ma fusée censée me ramener sur Terre. » Et ça, c'est Boeing. Boeing, donc, qui est le standard en matière d'industrie manufacturière aux États-Unis. Oui, mais Boeing a eu ces problèmes-là avec le Starliner au même moment où les avions Boeing perdaient des morceaux en vol, perdaient des plaques de porte, etc. Et ce qu'on dit, c'est ce qui est ressorti, puis on n'est pas toujours, nous, en mesure de vérifier, mais c'est qu'il y a eu un point tournant où Boeing, pour plaire à la bourse, pour que son action en bourse, ses actionnaires, et pour que son action en bourse se comporte mieux, fait améliorer les marges. Donc, on a misé sur les marges bénéficiaires pour la bourse et on a sacrifié l'ingénierie. On a coupé dans le technique, l'ingénierie, la qualité de produit. Dis-moi ce qu'est ton objectif et je te dirai là où on peut mesurer les résultats. Pendant un certain nombre d'années, je pense que les objectifs déclarés de Boeing, c'était de faire en sorte que les résultats financiers fassent sourire les gens qui détiennent des titres, des actions. Et ça a marché pendant quelques années. Et ça a fonctionné. Oui. Très, très bien. Mais l'objectif numéro un d'un transporteur, de quelqu'un qui développe des avions, en fabrique et en livre comme ils le font, c'est un duopole. Il faut voir que les Chinois commencent à entrer dans le marché des avions de ligne, mais essentiellement, ça se passe entre Airbus et Boeing. Puis si tu es un transporteur aérien, ben t'as pas franchement le choix, c'est l'un ou l'autre. Puis s'il y a un des transporteurs qui est problématique, ben t'espères que tes clients vont se pincer le nez ou ne pas trop lire les journaux. Et c'est effectivement une longue série noire. J'ai pris des notes parce que je voulais revenir sur ces derniers mois. Alors évidemment, en 2018-2019, c'est le pire du pire. C'est deux de leurs nouveaux avions qui ont des crashs. C'est à l'époque, je pense, avec Ethiopian Airlines et puis Lion Air en Indonésie. Air Alaska t'en parlait, un 737, 4 boulons mal vissés à une porte qui sort de ses gonds à 5000 mètres d'altitude. Heureusement, personne n'a été blessé. Des trous qui ont été mal percés sur le fuselage d'une cinquantaine de 737. Un toboggan pour une sortie d'urgence qui sort en plein vol, qui est déclenché en plein vol. Mauvais positionnement des masques à oxygène sur plusieurs 737, ce qui a donné une révision de 2600 avions qui ont dû être inspectés. Et puis, au printemps dernier, je pense que c'était en mars, c'est sur la compagnie chilienne, je pense, LATAM, c'est un 787 qui plonge d'un coup. Pourquoi? Parce que le banc du pilote est actionné par un faux mouvement, fait qu'il plonge, le bal propulse vers l'avant, touche au manche à balai et actionne sans qu'il le veuille une chute de plusieurs milliers de mètres. Il y a 13 passagers qui ont été violemment blessés dans l'incident. Heureusement, aucun mort. Mais ça, c'est la référence en termes d'industrie manufacturière aux États-Unis et on voit que c'est absolument pas rassurant. Puis, je pose une question qui va un petit peu plus loin, Mario, ce matin. Boeing, c'est aussi un des grands fournisseurs pour le Pentagone. En fait, aujourd'hui, l'industrie de la défense aux États-Unis, c'est plus ou moins 5 géants manufacturiers
qui fournissent 90-92% de ce que le Pentagone achète. Alors, je peux peut-être me tromper, c'est peut-être 85%, mais 5 joueurs, un oligopole, et je reviens à ma métaphore sur les Soviétiques tout à l'heure. En fait, c'est pas la mienne, c'est celle de M. Ferguson. Ça ressemblait étrangement à ça en Union soviétique, avec quelques grands joueurs d'État. Et est-ce que les standards étaient à la hauteur? Ils l'ont été certainement en moyenne, mais quand tu parles de la vie des gens, c'est pas en moyenne que tu veux que ça se passe bien, tu veux que ça soit en moyenne supérieure et ton seul objectif, c'est de faire en sorte que tes équipements, ce que tu produis, est non seulement efficace, mais sécuritaire. Et dans un contexte où on parle de plus en plus, je veux évidemment pas commencer la semaine de tous sur une note qui pourrait être désagréable ou inquiétante, mais dans un contexte de rivalité, de nouvelle guerre froide entre les États-Unis, le monde libre, comme on l'appelle, et la Russie. Puis là, c'est même pas une guerre froide, c'est une guerre tiède, parce qu'on en livre une en Ukraine via les Ukrainiens, mais ce sont les forces de l'OTAN et les États-Unis qui sont plus ou moins en conflit avec la Russie. Et dans un contexte de tension exacerbée, pas très loin de la Chine, à Taïwan, où il y a de plus en plus de gens aux États-Unis qui disent on peut pas laisser tomber Taïwan, s'il y a un conflit, on devra être investi. Est-ce que la quincaillerie militaire sur laquelle on se repose sera à la hauteur des défis de demain? Parce que l'armée américaine, elle a été testée contre les forces de l'Irak, contre les talibans, un peu contre la défense antiaérienne libyenne quand l'OTAN a décidé de décapiter le régime du colonel Kadhafi. Puis à ce jour, ça n'a pas été des succès retentissants. La machine de l'OTAN et des États-Unis est derrière l'Ukraine et c'est poussif. On a annoncé combien de fois un renversement de situation. On a livré de nouveaux équipements de plus en plus en pointe technologique qui n'ont pas changé fondamentalement le rapport des forces. Alors si demain matin, il y avait un conflit ouvert, quel type de quincaillerie ou de camelote va livrer Boeing, qui est un joueur fondamental? Alors, ils ont des équipements qui fonctionnent bien, qui ont été éprouvés au fil du temps, mais les missiles Boeing seront-ils aussi fiables qu'on le dit? C'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. Et pourtant, on nous explique tout le temps, c'est la meilleure économie, la plus productive, et la compétition fait en sorte que les grands joueurs de l'industrie livrent le meilleur d'eux-mêmes et probablement ce qui se fait le mieux au monde. À la hauteur de nos expériences, peut-on en être vraiment certain? Si tu étais un passager à bord du train de Via le week-end dernier, as-tu l'impression, toi, que l'économie de marché est en train de donner des bénéfices tangibles? Je pose la question avec un sourire, mais sincèrement, c'est pas particulièrement drôle. En rappelant que l'armée canadienne, c'est aussi le gouvernement canadien a aussi choisi les produits Boeing. Stéphane, merci. 100 millions de dollars, c'est pas Boeing, mais c'est Northrop pour acheter les F-35. 100 millions de pièces aux États-Unis, le budget total pour l'achat de ces F-35, 2000 milliards de dollars pour un avion de combat qui, à répétition, a eu des enjeux de sécurité. Stéphane, merci. À demain. Ciao.